n'est pas une seule pathologie, mais c'est un ensemble de pathologies. Et donc, évidemment, la prise en charge de ces patients-là, elle passe d'abord par un bon phénotypage et une bonne identification donc, de la cause de l'hypertension pulmonaire pour pouvoir proposer aux patients un traitement qui soit parfaitement adapté à son type d'hypertension pulmonaire. Donc moi, je vais parler essentiellement ici de la décompensation de la forme, on va dire, pure de l'hypertension pulmonaire, donc les patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, soit isolée, soit une forme génétique, soit éventuellement associée à certaines conditions. Et le message principal, c'est qu'il faut toujours, dans la prise en charge de ces patients-là, prendre en charge la déférence ventriculaire droite de l'hypertension artérielle pulmonaire, mais remettre toujours cette hypertension artérielle pulmonaire dans son contexte pour pouvoir prendre en charge également les pathologies associées qui peuvent servir aussi de levier thérapeutique dans la prise en charge de ces patients avec une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, comme vous le savez, je pense que vous l'avez vu dans le premier cours, on a un certain nombre de traitements qui sont disponibles pour cette hypertension pulmonaire, avec actuellement pas mal d'innovations thérapeutiques, mais ça ne va pas être le sujet de ce cours-là. En tout cas, les 3 traitements qu'on a depuis plusieurs années, c'est les traitements qui sont l'endothéline, le monoxyde d'azote et la prostacécline. Et là, depuis quelques mois, on peut avoir maintenant accès précoce pour certains patients au sotatercept, qui va probablement être un élément important dans l'arsenal thérapeutique des patients qui ont une hypertension pulmonaire. En tout cas, pour les traitements qui sont actuellement disponibles, ce dont on peut se rendre compte, c'est que ça ne guérit pas l'hypertension artérielle pulmonaire, mais l'effet principal que ça peut avoir, c'est justement d'aller améliorer la fonction ventriculaire droite de ces patients-là, qui va déterminer donc la survie des patients qui ont une hypertension pulmonaire. Et donc, on a évidemment 3 phases dans l'évolution de la maladie qui va être extrêmement variable d'un patient à l'autre. Une phase peu connue, asymptomatique, avec une élévation progressive des pressions pulmonaires, où très vite le ventricule droit va développer des mécanismes d'adaptation à l'augmentation de la post-charge. Ensuite, on va avoir une phase où on a encore une bonne fonction ventriculaire droite avec un beau couplage ventriculo-artériel, et une phase finalement où les patients vont développer un tableau d'insuffisance ventriculaire droite plus sévère avec un découplage ventriculo-artériel. Et c'est ces patients-là donc, qui sont à risque de développer une décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire dont on va détailler par la suite la prise en charge. Donc toute la stratification du risque des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire, vous allez l'aborder dans le cours d'après, mais du coup j'en dis un mot ici. Toutes ces évaluations, elles sont multiparamétriques, que ça soit clinique, que ça soit biologique, que ça soit donc l'adaptation à l'effort, que ça soit échographique ou que ça soit hémodynamique ou biologique, mais l'ensemble des paramètres qu'on utilise donc pour stratifier le risque et évaluer la sévérité d'une hypertension artérielle pulmonaire, tous sont finalement liés directement ou indirectement à la capacité du ventricule droit à s'adapter à l'augmentation de la post-charge. Et encore une fois, c'est ça qui va déterminer donc la survie des patients qui ont une hypertension pulmonaire. Donc on a développé sur les dernières années plusieurs outils qui permettent d'utiliser l'ensemble de ces paramètres en combinaison pour évaluer donc le risque des patients et donc adapter la prise en charge de ces patients-là. Et parmi ces éléments, vous voyez, on a le stroke volume index par exemple sur le cathétérisme cardiaque droit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour tous les paramètres actuellement, ce n'est pas tellement la valeur du paramètre au moment de la prise en charge de l'HTAP qui va être liée à la survie des patients, mais ça va être surtout l'effet justement des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire sur la fonction ventriculaire droite. Et donc finalement, l'ensemble de ces paramètres vont permettre de mieux stratifier le risque, non pas à baseline, mais après l'instauration du traitement. Donc la sévérité initiale, elle permet de déterminer la prise en charge initiale du patient, et c'est surtout la réponse au traitement au bout de 3-4 mois qui va permettre de distinguer les patients qui vont avoir une mauvaise évolution avec une mauvaise adaptation du ventricule droit à l'augmentation de la post-charge, et les patients au contraire qui vont bien améliorer leur fonction ventriculaire droite et qui, pour certains d'entre eux, vont pouvoir vivre un certain nombre d'années avec leur hypertension artérielle pulmonaire. Donc on a comme ça une évolution progressive donc, de ces patients-là, avec des patients qui vont progressivement switcher vers un phénotype qu'on va appeler adaptatif, qui va être marqué essentiellement par une hypertrophie du ventricule droit
avec peu de dilatation et peu d'interdépendance VDVG, et progressivement vers un phénotype qu'on va appeler maladaptatif, qui va donc aboutir à un découplage ventriculo-artériel et qui, au bout d'un moment, donc, va avoir un retentissement systémique avec le risque donc de développer des défaillances rénales hépatiques et en particulier pendant ces épisodes de décompensation cardiaque droite aiguë qui peuvent être soit la résultante de l'évolution de la maladie elle-même, soit être précipités par un facteur aggravant ou un facteur déclenchant qu'il va falloir toujours rechercher lorsqu'on prend en charge ces patients dans une unité de soins intensifs pour une aggravation aiguë de cette hypertension pulmonaire. Donc là, à gauche, vous avez typiquement un patient qui a un phénotype parfaitement adaptatif de son ventricule droit, très hypertrophié, très peu dilaté sur une IRM cardiaque ici. Au milieu, vous allez avoir un patient qui a un phénotype maladaptatif avec une interdépendance VDVG, un ventricule droit et une oreillette droite qui sont beaucoup plus dilatées. Et à droite, vous avez l'exemple d'un patient qui est hospitalisé aux soins intensifs pour une décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire. Et donc là, vous voyez très bien l'interdépendance interventriculaire et interauriculaire qui est extrêmement importante, avec un épanchement péricardique qui apparaît et qui est toujours un signe de gravité, et un patient qui en plus est en trouble du rythme, qui vient aggraver la situation aiguë de décompensation d'hypertension pulmonaire. Donc, ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est dans cette capacité du ventricule droit à s'adapter à l'augmentation de la post-charge, on ne sait pas pourquoi il y a une telle différence interindividuelle. On a des formes d'hypertension pulmonaire qui vont être plus associées à une défaillance ventriculaire droite sévère et rapidement évolutive, d'autres formes d'hypertension pulmonaire au contraire qui vont favoriser une bonne fonction ventriculaire droite. Si on prend les deux extrêmes, vous avez les patients sclérodermiques, par exemple, qui très souvent vont avoir une défaillance ventriculaire droite très rapidement évolutive, probablement liée à une atteinte intrinsèque du myocarde par la sclérodermie. Et de l'autre côté, comme vous venez le voir avant, les exemples d'Eisenmenger, où il y a une décharge du ventricule des cavités droites, qui fait que ces patients sont capables donc de développer un ventricule droit qui est beaucoup plus adapté. Mais au sein même d'une forme d'hypertension artérielle pulmonaire, si on prend par exemple les hypertensions artérielles pulmonaires héritables, génétiques, on peut avoir toutes sortes effectivement de phénotypes adaptatifs du ventricule droit et très différentes d'un patient à l'autre. Et pour l'instant, on a du mal donc à comprendre pourquoi certains patients vont développer un phénotype maladaptatif et d'autres un phénotype adaptatif en réponse à l'augmentation de la post-charge. Et donc là, vous avez la courbe pression-volume du ventricule droit. En gris, la courbe normale. En bleu, vous avez un patient qui a un phénotype adaptatif. On voit que le volume d'éjection systolique chez ce patient-là est normal avec un couplage ventriculo-artériel qui est conservé. Et en droite, en rouge, vous avez donc l'exemple type d'un patient qui a un phénotype maladaptatif avec une diminution du stroke volume, du volume d'éjection systolique, un découplage ventriculo-artériel et une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule droit. Donc c'est ces patients-là qui sont à risque de développer des épisodes aigus d'hypertension pulmonaire, qui sont des épisodes qui marquent vraiment un tournant dans l'évolution de la maladie, et on va le voir, qui sont toujours associés à un risque de mortalité très important, qui est caractérisé par l'association donc, de signes congestifs et de signes d'insuffisance circulatoire et qui peuvent aboutir chez les patients les plus sévères à une défaillance multiple d'organes et donc un risque de décès important. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces épisodes de décompensation aiguë, ils peuvent être favorisés ou déclenchés par un facteur aggravant, comme une arythmie supraventriculaire qu'on va observer chez 10 à 15% des patients qui sont admis en soins critiques pour une décompensation d'hypertension pulmonaire, un trigger infectieux ou autres facteurs comme par exemple une chirurgie ou une anesthésie qui peut s'accompagner derrière d'une décompensation cardiaque droite. Et dans 70% des cas, la décompensation droite est simplement due à l'évolution de la maladie avec une rupture donc, de l'équilibre au bout d'un moment. Donc il ne faut pas croire que tous ces patients se ressemblent. On a différents phénotypes de patients qui sont admis aux soins intensifs parce que vous allez avoir la combinaison chez ces patients-là d'une dysfonction systolique du ventricule droit qui va favoriser bien sûr la diminution de la précharge du ventricule gauche. Vous avez l'interdépendance VDVG qui va aussi favoriser la diminution, donc les troubles
diastolique du ventricule gauche, et vous avez des patients qui vont avoir essentiellement une dysfonction diastolique du ventricule droit, en particulier les vieilles HTAP, qui va favoriser donc une augmentation parfois majeure de la précharge du ventricule droit. Et donc c'est aussi bien ces signes congestifs que ces signes d'insuffisance circulatoire qui vont favoriser la défaillance d'organes qui peut arriver très rapidement et précipiter donc le patient sur un épisode grave donc de décompensation cardiaque droite. Et donc on peut voir des patients qui sont essentiellement sur le versant dysfonction systolique avec un bas débit cardiaque, souvent des patients très tachycardes, qui ne sont pas forcément extrêmement congestifs. Et on va avoir des patients à l'inverse qui vont être extrêmement congestifs avec un débit cardiaque qui paraît relativement conservé, mais avec une dysfonction diastolique du ventricule droit très importante et une augmentation de la précharge qui peut être parfois extrêmement majeure chez ces patients-là. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que malgré les traitements d'hypertension pulmonaire qu'on peut avoir, vous avez ici la stratification du risque en 4 stades à baseline à gauche et à droite, après la mise en route d'une première ligne de traitement, et ben vous voyez que même après la mise en place d'un traitement d'hypertension pulmonaire, à la première réévaluation, vous avez 27% des patients qui sont soit décédés, soit qui restent en risque élevé, soit en risque intermédiaire élevé, donc une proportion qui reste non négligeable de patients qui sont à risque de développer donc ces épisodes aigus de décompensation cardiaque droite. Donc lorsqu'on prend un patient en charge pour une décompensation cardiaque droite, un des critères de gravité majeure, ça va être bien sûr l'apparition d'une dysfonction systémique d'organes, et en particulier donc un syndrome cardio-rénal dont les mécanismes physiopathologiques sont probablement extrêmement proches de ce que vous pouvez voir dans l'insuffisance cardiaque gauche, et qui sont dus donc à la combinaison donc de la congestion et de l'insuffisance circulatoire qui vont entraîner donc ce syndrome cardio-rénal et qui peut être aggravé chez des patients qui sont de plus en plus âgés par des comorbidités cardiovasculaires. En ce qui concerne le foie, donc on peut également avoir un foie bien sûr cardiaque aggravé par une décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire, mais c'est relativement rare d'avoir un foie de choc chez ces patients-là, parce que c'est des patients qui ont une congestion chronique et qui ont développé aussi des mécanismes d'adaptation au niveau du foie avec une atteinte vasculaire intrahépatique, et on peut voir même chez des patients qui ont une longue évolution d'hypertension pulmonaire, une hyperplasie nodulaire régénérative avec une hypertension portale qui s'installe, mais qui va finalement protéger des épisodes aigus de décompensation cardiaque droite. Et chez les patients les plus sévères, on peut avoir également des troubles digestifs avec des risques de translocation bactérienne. Donc là, vous avez juste, vous voyez les dopplers artériels qui sont faits chez les patients qui sont en décompensation cardiaque droite. On va avoir aussi bien donc un trouble de la perfusion artérielle et du doppler veineux artériel qui montre bien qu'il y a à la fois l'insuffisance circulatoire et la congestion qui participent donc au syndrome cardio-rénal chez ces patients-là. Donc en ce qui concerne la prise en charge, le pronostic, les caractéristiques de ces patients-là qui sont pris en charge aux soins intensifs, donc évidemment c'est pas comme l'insuffisance cardiaque gauche, on n'a pas de grandes études multicentriques prospectives. Les seules études que vous trouverez dans la littérature, c'est souvent monocentrique, c'est souvent rétrospectif, et c'est souvent des cohortes de patients de pas plus de 100 à 200 patients qui sont pris en charge dans des centres experts. Je vous ai mis ici la mortalité intra-hospitalière de ces patients-là au cours du temps, en fonction des différentes études. Et vous voyez que même s'il y a une tendance quand même à une diminution de la mortalité intra-hospitalière, on reste quand même sur un taux de mortalité qui est très élevé et qui est de l'ordre de 20 à 30% chez un patient qui est hospitalisé pour une décompensation cardiaque droite sur une hypertension artérielle pulmonaire. Les facteurs prédictifs de mortalité, ils sont très hétérogènes d'une étude à l'autre parce que la population est hétérogène, la prise en charge est hétérogène, mais sans surprise qu'on peut retrouver de façon assez consensuelle, c'est les marqueurs de défaillance cardiaque, donc NT-proBNP, la troponine, la présence d'une infection ou d'une inflammation, la pression artérielle systolique. Donc là, je prends juste un petit moment. Il faut savoir que les patients que vous admettez pour une décompensation d'hypertension artérielle pulmonaire, la plupart d'entre eux ont un effet vasoconstricteur réflexe qui fait qu'ils ont une tension artérielle qui est relativement conservée chez la plupart des patients. Donc avoir une tension artérielle systémique basse, c'est un critère de gravité majeure à l'admission, mais avoir une tension artérielle qui est conservée systémique, ça ne doit pas vous rassurer sur la gravité de la décompensation aiguë d'hypertension pulmonaire.
Et ce qui va être d'autant plus informatif, ça va être l'évolution de cette pression artérielle lorsque vous allez mettre le traitement en route par diurétique et éventuellement de butamine si besoin, inotrope, avec donc des patients qui vont avoir besoin d'un support vasopresseur pour certains d'entre eux. Et comme je disais tout à l'heure, les facteurs pronostiques sont également essentiellement liés à l'apparition d'une défaillance systémique d'organes. Là, je vous montre des résultats préliminaires de data qui ne sont pas encore sortis, mais on a fait donc un registre cette fois prospectif des patients admis aux soins intensifs pour une décompensation d'hypertension artérielle pulmonaire avec un phénotypage échographique, biologique.